Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Parfait. On va pouvoir commencer. Bon, je pense que ça va continuer d'arriver au fur et à mesure, mais pour qu'on respecte les timings, on va démarrer. On est ravis du coup d'animer cette conférence sur la stratégie RH. On sait que c'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur du business des services à la personne. Donc on va essayer de vous donner le maximum d'éléments de contexte, de comment nous on le ressent sur Indeed et puis de pistes concrètes pour se démarquer. Donc juste pour nous représenter, pardon, excuse-moi. Donc moi je suis Noémie Boulard, je suis responsable commerciale chez Indeed depuis un peu plus de 7 ans et je suis vraiment dédiée au grand compte du service à la personne, donc ce qui nous permet d'avoir une expertise sur le secteur. Et du coup je suis accompagnée de Thibaut. Oui, bonjour, moi je m'appelle Thibaut Maire. Je suis ce qu'on appelle chez Indeed un Talent Strategy Advisor. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mon travail chez Indeed, c'est de parler d'Indeed et de partager notre vision du marché. Et c'est surtout sur cette deuxième partie que je vais intervenir aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de données chez Indeed qu'on essaie de croiser avec d'autres choses. Et on essaye de partager des bonnes pratiques, la façon dont nous voyons les choses. Et on a aussi certaines convictions à partager. Et vous allez voir que Indeed, c'est un acteur, on va y revenir, mais c'est un acteur principalement du recrutement. Donc quand on va parler RH aujourd'hui, on va principalement parler du recrutement. Mais on va essayer de tirer un peu le fil pour parler d'autres choses. Tu nous rappelles l'agenda, Noémie ? Exactement, donc on va vous faire une rapide introduction. Ensuite, on va vous parler de votre secteur, donc que vous connaissez vraiment mieux que nous, mais qui est un secteur porteur pour les prochaines années. Et surtout, nous, comment on le ressent sur Indeed, parce qu'on a des vrais indicateurs qui le montrent. Et puis, on va parler concrètement d'une des stratégies, en tout cas d'idées et de pistes concrètes sur lesquelles vous pourrez appliquer dans chacune de vos entreprises. Et puis, on a prévu un temps d'échange, donc vraiment, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Et si on n'a pas le temps, on est en stand G10 jusqu'à la fin de la journée. Parfait. Merci Noémie. On va diviser ça en deux grandes parties, parce que finalement la première partie, ça va être de vous parler un petit peu du secteur et comment nous on le voit chez Indeed, en le croisant avec des données extérieures. Et on se rend bien compte que c'est à la fois un enjeu business, parce qu'il y a des gens à aller recruter, il y a des clients à servir, et puis c'est un enjeu sociétal aussi, puisque le service à la personne, c'est, je crois que c'était le sujet de la conférence qui était ici juste avant, de vieillir à la maison, pouvoir avoir un cadre de vie confortable. Et forcément, les tensions que nous on voit créent des difficultés aussi qui sont sociétales, qui ne sont pas simplement et uniquement des questions business. Je vais faire un tout petit retour sur qui est Indeed, mais ensuite on va parler avec des chiffres Indeed, mais on ne va pas parler que d'Indeed, même très peu en fait, ou pas du tout. Chez Indeed, on a une seule et unique mission, et ce sera le seul moment où il y aura des chiffres en anglais, enfin de l'anglais, pardon, c'est d'aider les gens à trouver un travail. On est juste un intermédiaire entre ceux qui cherchent des futurs collaborateurs, collaboratrices, et puis des personnes qui cherchent un emploi. Et c'est vers eux qu'on se tourne d'abord et avant tout. On cherche d'abord à aider les gens à se rapprocher le plus vite possible de leur futur employeur. Voilà, c'est le parti pris d'Indeed depuis 19 ans. Et c'est ce qui nous différencie aussi peut-être d'autres acteurs. Notre focus, il est 100% sur le candidat. En France, Indeed, c'est à peu près 7 millions de personnes qui viennent tous les mois. Et c'est pour ça qu'on a une forme de légitimité à vous dire un petit peu ce qui se passe sur le marché. C'est à peu près 1 million d'offres d'emploi qu'on va chercher sur les sites carrières, qu'on va interfacer aussi avec des annonceurs qui veulent mettre en ligne leurs offres d'emploi sur Indeed. Et on va y revenir là-dessus après, parce que c'est assez important de ce volume en fait, d'offres d'emploi. Si on le détaille ensuite à votre catégorie, à la catégorie service à la personne et à domicile, on se rend compte que c'est un indicateur de la tension en temps réel qui est assez fin. Et je ne vais pas vous faire les autres chiffres, il y en a juste peut-être 2 autres que je vais mentionner. C'est le nombre de fois où les gens vont sur les pages entreprises, donc ils peuvent voir des emplois, puis il faut aussi se renseigner sur l'employeur, l'annonceur. Et ça, c'est un chiffre qui augmente, parce que les candidats, ils ont envie de savoir ce qu'ils vont faire, mais ils ont envie de savoir chez qui ils vont le faire. Et pour vous donner une petite idée, en 2021, c'était 55 millions de consultations. L'année dernière, c'était 74 millions, et on attend évidemment les chiffres 2023. Et l'autre indicateur, c'est les notes et les avis. Parce que c'est aussi un indicateur de comment sont perçus vos métiers, les métiers du service à la personne par les chercheurs et les chercheuses d'emploi. On est une plateforme assez unique puisque les candidats ou les collaborateurs, actuels ou passés, ils peuvent laisser un avis sur leur ancien employeur ou sur leur employeur actuel. Et non,
les Français ne font pas que mettre des avis négatifs. La moyenne sur Indeed, c'est 3,6. Tout secteur d'activité confondu, tout métier confondu. D'accord ? Évidemment, on ne va pas se le cacher, il y a certains secteurs d'activité, certaines familles de métiers qui souffrent un petit peu plus. Et c'est peut-être aussi utile pour chacun et chacune des organisations d'aller regarder ce qui se dit pour peut-être aussi améliorer les pratiques managériales ou autres dans vos organisations. Voilà, c'est tout pour quasiment tout pour la partie Indeed. Ensuite, on va se reposer sur des chiffres Indeed, mais pas plus que ça. Pourquoi on est là aujourd'hui ? Je l'ai plus ou moins dit, c'est que c'est un secteur qui est en tension. Et ce marché du service à la personne, sur la partie ressources humaines, sur la partie recrutement, il est dans une tension qui est permanente depuis quelques temps maintenant. Donc ça s'est beaucoup vu post-Covid, juste après le Covid, même pendant le Covid, mais c'était probablement le cas avant. Et surtout, on va voir que c'est là pour durer. Cette tension sur la ressource humaine et donc sur le recrutement est là pour durer. Notre objectif, c'est vous donner des clés de compréhension du marché, tu l'as dit Noémie, et peut-être de partager certains axes de travail, notamment encore une fois sur la partie recrutement. C'est bateau, c'est peut-être très basique de vous dire ça ici, dans ce salon. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez une petite idée de ce que c'est que le secteur d'activité. Mais si on le prend exclusivement du point de vue de la ressource humaine, on voit très très bien que c'est un secteur qui est porteur. Qu'on soit d'ailleurs candidat ou candidate, c'est-à-dire qu'on veuille travailler dans ce secteur d'activité ou qu'on veuille entreprendre ou se développer dans ce secteur d'activité. Et il y a plusieurs chiffres qu'on peut regarder. D'abord, il y a les chiffres de la DARES. Voilà, là, on sort de chiffres Indeed. Et j'ai pris une seule ligne, mais j'aurais pu en rajouter d'autres. La DARES fait des projections sur les métiers qui vont créer de nouveaux postes d'ici à 2030. 2030, c'est après-demain. Et en gros, ils considèrent qu'il va falloir aller chercher, je ne sais pas combien on est, c'est plus 18% dans cette catégorie. Ça fait à peu près 100 000 créations nettes de postes exclusivement sur l'aide à domicile. D'accord ? Mais j'aurais pu rajouter le personnel d'entretien dans lequel vont tomber une partie des employés de ménage. J'aurais pu rajouter une partie des aides-soignants qui potentiellement aussi font du service à domicile, etc. etc. On peut aussi le dupliquer. Et vous voyez que le haut de la liste, c'est complètement tarte à la crème de dire qu'il va y avoir besoin de chercher des ingénieurs dans l'informatique. Mais le service à domicile est bien présent. Et puis si on rajoute un facteur qui a beaucoup animé depuis le début de l'année, c'est le vieillissement de la population. On est mieux lotis que certains de nos voisins, mais on a une population qui vieillit. Et une population active qui vieillit. Et ça, là, on est à l'intersection dans ce secteur d'activité, puisque finalement, on a un secteur d'activité qui est porteur, puisqu'il y a des gens qui vont vieillir, et donc potentiellement en perte d'autonomie, qui vont avoir besoin de services. Mais le revers de la médaille, ça veut dire qu'il y a aussi de moins en moins de gens disponibles sur le marché. D'accord ? Finalement, des années 70 à 2020, on avait entre 150 et 200 000 nouvelles personnes qui arrivaient tous les ans sur le marché du travail. Entre maintenant et 2040, il y en a un peu moins de 400 000. Ça vous donne une petite idée. C'est vraiment tout petit ce qui arrive sur le marché du travail. Et je viens de le dire, mais on a notamment, si on prend un tout petit angle du service à la personne, on a une très grande partie des Français, et c'est la FEDESAB qui le dit, c'est pas moi, qui dit que on préférait vieillir à la maison plutôt que potentiellement en EHPAD. Je crois que c'était d'ailleurs le thème de la conférence qui était là juste avant. Si on croise ça avec la tension, avec ces départs en retraite, en fait, on s'aperçoit qu'il va falloir aller créer des postes, voilà, les 100 000, les 98 000 qui sont en bleu, puis il va falloir aller remplacer tous les gens qui partent à la retraite. Parce que c'est un secteur d'activité qui souffre un tout petit peu de la vieillesse, finalement, de la pyramide des âges de ses collaborateurs et collaboratrices. Et puis, ça a été dit, et peut-être que vous le savez, c'est un secteur qui n'est pas très attractif. Parce que ce sont des métiers qui sont relativement pénibles, où la flexibilité n'est pas trop là. D'accord ? Du coup, si on regarde le nombre de nouvelles personnes qui vont entrer sur ces métiers-là, ce ne sont que des projections, on voit qu'il y en a assez peu finalement. Il y en a à peine ce qu'il faudrait pour remplir les postes qui vont être créés. Mais il faut aussi remplacer les gens qui partent à la retraite. Et le petit losange blanc que vous voyez, c'est le point de déséquilibre. C'est le moment où à partir de là, on ne sait plus comment faire. D'accord ? Donc ce sont des métiers qui sont porteurs, c'est-à-dire si vous travaillez dans ce secteur d'activité, des deux côtés, soit du côté
employeur, mais même du côté salarié de ce secteur d'activité, il y a du travail pour plusieurs années dans ce secteur. Et puis pour rajouter à la tension, même si les projections macroéconomiques ne sont pas extraordinaires, en tout cas pour moi, je pense que je regarde un petit peu la salle, pour une grande partie d'entre vous, c'est probablement le taux de chômage le plus bas que vous ayez jamais connu, à peu près. Même s'il va probablement remonter un petit peu, même s'il est sûrement encore trop élevé, hein. Ça fait 2,3 millions, plus à peu près 2 millions si on prend le halo du chômage. Il y a encore beaucoup trop de gens qui sont au chômage, et il y a du travail potentiellement pour une partie d'entre eux. Mais malgré tout, qui dit taux de chômage bas, dit aussi moins de ressources humaines disponibles, moins de talents à disposition pour aller servir dans ce secteur d'activité. Donc ça, si on combine là, des projections, et puis là des choses un peu plus conjoncturelles, on voit déjà que la tension elle est présente depuis un certain temps et elle est là pour durer. Parce qu'en plus, encore une fois, il n'y a pas question de croissance économique globale. La population va vieillir quoi qu'il arrive. Il va falloir s'occuper de cette population quoi qu'il arrive. Qu'il y ait 3% de points de chômage et une croissance négative, ça ne va rien changer. Il faudra investir dans ce secteur d'activité et dans le capital humain parce que c'est vraiment la ressource principale de ce secteur d'activité. Ce que je n'ai pas mis ici, mais chez Indeed, on regarde aussi beaucoup ce qui se passe sur le front de l'intelligence artificielle. Les métiers du service à la personne sont tout en haut de la liste des métiers qui ne sont absolument pas remplaçables par l'intelligence artificielle. D'accord ? C'est assez logique, c'est encore une fois assez basique de le dire. Mais voilà, ça c'est tout en haut de la liste. Je crois qu'il y a la conduite d'engin et le soin, ce sont les deux qui sont tout en haut. Il n'y a personne qui va remplacer ces humains dans les décennies à venir. D'un point de vue purement conjoncturel, chez Indeed, ce qu'on regarde, c'est le volume d'offres d'emploi. C'est-à-dire le nombre de personnes qui cherchent à recruter dans votre secteur d'activité. Et on regarde ça avec comme point de départ, on se concentre sur février 2020. C'est le dernier moment où le marché était normal. D'accord ? Et vous pouvez constater que même si on a enfin atteint un plateau, aujourd'hui on est à peu près à 55% d'offres d'emploi en plus. Tout secteur d'activité confondu, tout type de contrat confondu. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je travaille déjà dans votre secteur d'activité ou je suis dans un autre secteur d'activité, je vais sur Indeed. Avant, je voyais 10 offres. Maintenant, j'en vois 15 ou 16. Sauf que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand on regarde vos métiers, les métiers du service à la personne, qui sont dans 3 catégories chez nous, donc le soin personnel à domicile, la garde d'enfants, j'ai beaucoup parlé de vieillissement de la population, mais il y a aussi des enfants qu'il faut garder. Et puis tout ce qui est propreté et hygiène, c'est là-dedans que vont rentrer tous les métiers du ménage, de l'entretien à domicile. Et là, vous constatez qu'on est au-delà, bien au-delà des 55% dont je vous parlais à l'instant. Qu'on est plutôt à plus 100%, plus 150%, plus 200%. Ça veut dire qu'un candidat ou une candidate qui voyait 10 offres, aujourd'hui, là, on voit 20 ou 25. Parce que c'est aussi un secteur qui a connu des créations d'entreprises, donc qui ont eu besoin d'aller recruter. Donc il y a une concurrence qui est accrue. Okay ? Et puis, comme ce sont des métiers qui sont relativement pénibles, et comme potentiellement on s'est beaucoup focalisé sur aller chercher des clients, pas tellement sur aller fidéliser ses collaborateurs et collaboratrices, c'est aussi un secteur d'activité où il y a beaucoup de turnover. Donc il y a beaucoup de gens qui partent et qu'il faut les remplacer, donc ça crée de nouveau des offres d'emploi, etc. Et même si on est tout à fait franc, c'est bien pour Indeed, on va voir après que au bout d'un moment c'est intenable, qu'il y ait autant de recrutement, autant de turnover, c'est pas tenable, y compris pour une entreprise comme la nôtre. Là je vous ai parlé que du côté employeur, que du côté business. Enfin, j'ai besoin de main d'œuvre pour aller faire tourner cette énorme machine qui est le service à la personne, mais ça reste une machine qui s'occupe d'êtres humains, donc c'est important de le noter. Mais du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe du côté des candidats. Alors j'ai un peu dit, quand j'ai parlé de la population active, finalement j'ai un peu dit que le volume de personnes disponibles pour travailler dans votre secteur et dans d'autres secteurs d'activité, finalement il n'est pas extensible à l'infini et il va même avoir tendance à se rétrécir un petit peu. Et je crois que si vous allez dans les allées du salon, vous verrez qu'il y a même des associations ou des projets pour aller chercher des gens aussi à l'extérieur du pays, tellement on sait qu'il va falloir aller trouver de la main d'œuvre, de la ressource humaine pour ce secteur d'activité.
Ce qu'on peut vous dire de manière très simple et de manière très ponctuelle, mais sur Indeed, on peut voir ça en temps réel en fait avec ces offres d'emploi. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vos candidats, les candidats qui cherchent dans ce secteur d'activité, ils sont absolument sursollicités, parce que vous voyez le nombre d'offres d'emploi qui est à leur disposition, et ils sont extrêmement actifs. Si je prends l'exemple de la garde d'enfants, tous les jours, il y a à peu près 2500 offres d'emploi qui sont soit postées, soit mises en ligne, soit remises en ligne. D'accord ? Et toutes les minutes, ces offres d'emploi, elles sont vues 553 fois. 553 fois, pardon. Donc il y a beaucoup d'offres d'emploi, il y a quand même une activité forte côté candidat. Donc c'est sursollicitation, et puis c'est problématique finalement pour un candidat de voir autant d'offres d'emploi et peut-être de ne pas trouver exactement son bonheur dans la totalité de ces offres d'emploi. Une autre question qu'on aime bien se poser chez Indeed, c'est est-ce qu'il existe quand on adresse n'importe quel secteur d'activité, mais c'est le cas du service à la personne, est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Est-ce qu'il y a une saisonnalité forte qu'on pourrait imaginer dans certains secteurs d'activité ? D'une manière générale, il y a une certaine saisonnalité dans votre catégorie qu'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité, qui sont la rentrée scolaire et puis la rentrée calendaire. Voilà. Alors c'est assez logique quand on parle de garde d'enfants, mais c'est à peu près ce qu'on voit dans d'autres secteurs d'activité, d'accord ? Mais on voit que les candidats, parce que ça c'est le côté candidat, hein, mais finalement ils sont présents à peu près toute l'année. Ils prennent des vacances quand vous prenez des vacances, mais en général ils sont très très présents quand vous aussi vous êtes extrêmement présents. Ce que ça veut dire très concrètement, et ça sera l'objet aussi de la partie de Noémie, ça veut dire que on peut leur parler tout le temps, toute l'année. Il y a peut-être des moments plus importants où il faut leur parler, mais il faut leur parler tout le temps, pour être sûr que le jour où vous en avez besoin, ils aient le nom de votre entreprise, de votre marque en tête. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder où est-ce qu'ils sont sur le territoire. D'accord ? Et là, on a pris au jour sur ces trois catégories. Là, ce qu'on regarde, c'est le nombre de personnes qui consultent des offres d'emploi. C'est ça, on a mis ? Qui consultent des offres d'emploi dans cette catégorie. Et c'est ne absolument pas faire offense ce que je vais vous dire, mais finalement, vous voyez qu'il y a beaucoup de candidats sur la partie droite de votre écran et de moins en moins quand on va vers la gauche. Parce que vous voyez les couleurs et les chiffres qui sont associés. Et finalement, c'est assez logique. Parce que si on regarde, plus on bouge vers la gauche, et plus il faut de qualifications en fait pour pouvoir servir à la clientèle. Okay. Finalement, il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Un employé de ménage, il peut faire le ménage même s'il n'a aucune forme de certification, de diplôme. Donc forcément, ça attire beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces métiers-là parce qu'ils sont accessibles potentiellement à tout le monde. Mais on voit aussi que tout le monde n'est pas loti exactement pareil. D'accord ? Il y a des régions où ça va être plus facile d'avoir accès à ce capital humain, et il y a d'autres régions où ça va être beaucoup plus difficile. Alors bon, vous constatez une fois de plus dans notre très beau pays qui est quand même extrêmement centralisé qu'à chaque fois l'Île-de-France est là, mais ça va être vrai aussi dans d'autres régions. Je pense qu'on voit Auvergne-Rhône-Alpes où il y a quand même de la main-d'œuvre disponible. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que de l'autre côté, les besoins en main-d'œuvre sont les mêmes dans ces régions-là. Et la réponse est que c'est souvent très très déséquilibré. Très souvent, l'emploi ne se trouve pas là où les candidats et les candidates se trouvent. Et soyons très honnêtes, le chercheur ou la chercheuse d'emploi français n'est pas extrêmement mobile. C'est-à-dire qu'il ne va pas se déplacer d'un bout à l'autre du pays, comme on pourrait le constater, par exemple en Allemagne, etc. Donc c'est une difficulté aussi, sachant que le service à la personne et à domicile, par définition, c'est absolument partout sur le territoire. On peut aussi se poser la question des attentes des candidats. Et là, on aurait pu faire beaucoup de rentrer dans le détail, etc. On mène régulièrement des études pour essayer de comprendre ce que cherchent les gens, pourquoi ils cherchent un métier, pourquoi ils s'intéressent à un secteur d'activité, etc. En fait, on préfère faire des portraits à la brosse, c'est plus facile. Et on se rend compte que le monde du travail évolue très fortement. Les attentes changent. Je pense que ici aujourd'hui, j'imagine que certains d'entre vous ont des attentes très différentes de ce qu'ils pouvaient avoir juste avant le Covid ou que plusieurs années avant le Covid. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que les attentes, elles sont les mêmes qu'avant, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutées.
Voilà. Et c'est devenu de plus en plus complexe quand on est employeur d'essayer de comprendre ce que veulent les candidats. Et vous allez voir, je dis toujours candidat, mais on peut tirer le trait à chaque fois et se dire que c'est valable pour les collaborateurs, les collaboratrices. Ce qui est très clair, c'est que sur la partie rémunération, salaire, c'est toujours très présent. D'accord, ça a toujours été présent. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Et c'est encore plus présent depuis que l'inflation est revenue, alors qu'elle avait un peu disparu dans nos économies, elle est revenue. Mais on voit que des notions comme la réputation d'une entreprise rentrent en jeu. Alors est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas envie de travailler pour n'importe qui, ou est-ce que c'est parce que maintenant ils ont la possibilité d'aller vérifier pour qui ils travaillent? C'est l'œuf ou la poule, on ne saura jamais, mais en tout cas, maintenant, un candidat ou une candidate, notamment si elle sait qu'il a le choix, elle va peut-être se choisir une entreprise qui est plus responsable, qui a une meilleure réputation, parce que j'ai pu vérifier, oui, je traite bien mes clients, oui, je traite bien mes collaborateurs et mes collaboratrices, etc. Toutes les notions d'équilibre vie pro-vie perso, elles sont rentrées dans les appartements et les maisons d'à peu près tout le monde dès mars 2020, mais c'était déjà présent avant. C'était quelque chose qui était très important pour une partie des candidats et des candidates. Et peut-être que pendant longtemps, on s'est beaucoup intéressé à ça pour ce qu'on va appeler vulgairement les cols blancs, mais pas tellement pour les gens qui faisaient des métiers de terrain, que ce soit dans la production, mais aussi dans la santé, dans le soin, etc. Sauf qu'en fait, c'est quand même un besoin que tout le monde a, en fait, de pouvoir faire rentrer ces deux vies, celle du travail et celle de perso. Et le problème, c'est que dans vie pro, vie perso, il y a perso. Et que donc, la différence entre chacune et chacun d'entre vous, la définition va être très 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 différente. D'accord ? Et donc ça, c'est une vraie tendance aussi de fond, c'est que on demande, ou les candidats, les collaborateurs demandent de plus en plus de personnalisation en fait de leur équilibre vie pro vie perso. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des phénomènes d'auto-entrepreneuriat qui se lancent aussi, parce que les gens veulent pouvoir choisir les heures, le rythme de travail, sachant que dans votre secteur d'activité, le rythme de travail il est quand même aussi un peu et largement imposé par la demande, par les clients. Donc c'est des choses qui sont rajoutées les unes sur les autres et qui se sont renforcées. Je vais prendre un en particulier. On aime, ça c'est une position assez forte qu'on a chez Indeed, c'est que déjà si vous voulez des gens, des candidats, il faut leur dire combien vous allez les payer. D'accord ? Peu importe le salaire, et on ne va pas refaire le débat sur l'attractivité financière de votre secteur. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait par vos fédérations professionnelles, etc. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une intervention en soi. Ce qu'on voit, c'est qu'en France aujourd'hui, il y a plus de la moitié des offres d'emploi qui affichent le salaire. D'accord ? Et j'ai regardé avant de venir ici, en gros, dans les familles de métiers que j'ai indiquées, sur le soin à domicile, c'est à peu près 75%. C'est-à-dire que c'est tellement un métier en tension que les annonceurs, ils ont compris qu'il fallait qu'ils disent voilà combien je vais te payer de l'heure, voilà combien je vais te payer par mois. Par contre, dans la garde d'enfants, on est à moins de 50% des offres d'emploi qui affichent le salaire. Et on va voir, c'est un facteur absolument déterminant pour que les candidats se rapprochent de vous. D'accord ? Tout simplement, nous on a l'habitude de dire qu'aucun d'entre nous n'irait jamais visiter un appartement, une maison, un bien immobilier s'il n'y avait pas le prix affiché. C'est exactement pareil pour un candidat ou une candidate aujourd'hui, d'autant plus quand il a 10 fois plus d'offres à regarder qu'avant. Ok ? Et puis c'est un vecteur de performance, je l'ai dit, les gens ils cliquent sur les offres lorsqu'il y a le salaire. D'accord ? Et évidemment ça varie d'un secteur d'activité à un autre. Alors ça c'était un petit détour sur la transparence salariale, mais qui est un sujet qui tient pas mal à cœur à Indeed. Cette tension sur les ressources humaines, sur le capital humain dans les organisations, en fait, ça impacte vos clients. Il faut quand même servir ces clients, et puis ça impacte aussi les collaborateurs, parce que les rythmes de travail ont changé. Peut-être aussi que, comme je l'ai dit, comme ils voient qu'il y a du choix, ils sont peut-être un peu moins loyaux, un peu moins fidèles à leurs employeurs, ils vont peut-être voir à droite et à gauche. Et ça, c'est valable dans toutes les couches de la société, mais c'est aussi valable pour votre secteur d'activité. Et puis, in fine, ça nous impacte tous, parce que finalement, je pense que même si la service à la personne, c'est pas que le soin aux personnes âgées ou en perte d'autonomie, c'est quand même en partie ça. Et je pense qu'on a tous une grand-mère, une tante, un oncle qui on voit qui potentiellement va être impacté aussi par cette difficulté à recruter des gens pour s'occuper de mon domicile, de
de mes parents qui vieillissent, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on a aussi bien essayé de vous montrer que c'était un problème sociétal et c'est pas simplement un problème de business. On a besoin d'humains pour faire tourner la machine. C'est que c'est aussi un secteur qui est porteur économiquement, mais qui est vital économiquement, sociétalement parlant pour la vie du pays. Donc ça, c'était pour vous planter le décor de manière assez complète, pour vous dire que la ressource humaine, c'est la chose la plus importante dans ce secteur d'activité. Alors c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité, mais on en parlait quand on préparait cette intervention. Ce qui est frappant, c'est de se dire que vous faites face à la même chose que les entreprises dans des secteurs très très différents, auxquels des entreprises dans des secteurs très différents ont fait face il y a 4 ou 5 ans. Je prends un secteur volontairement extrêmement éloigné, qui ne tourne que sur le capital humain. C'est toutes les entreprises de conseil et de services numériques. Ils ne reposent que sur le fait d'avoir des ingénieurs, développeurs IT. Et pendant très longtemps, ils disaient mais moi j'ai pas besoin de clients en fait. Les clients, j'en ai largement, les besoins en services numériques, il y en a plein. Par contre, j'ai besoin de gens que je vais pouvoir aller déployer chez mes clients. Et en fait, dans les partenariats qu'on peut avoir avec certaines entreprises qui sont présentes ici sur le salon, ils nous disent la même chose qu'on entendait il y a 5 ou 10 ans dans cet autre secteur d'activité. C'est les clients, j'en trouve. J'ai pas de problème. Le problème, c'est d'aller trouver des gens que je vais pouvoir aller placer au domicile de mes clients. D'accord ? Et vous faites face exactement au même problème. D'où l'importance de peut-être adopter aussi certaines des méthodes qui ont déjà été appliquées dans d'autres secteurs d'activité, alors en les adaptant bien entendu, et en étant bien conscient des différences. Je vais te laisser la main pour que tu puisses nous parler de peut-être plus concrètement ce qu'il faut faire finalement. Exactement, et pour rebondir sur ce que dit Thibaut, moi c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à accompagner les acteurs de SAP, puisque il y a un enjeu aussi, on l'a vu, business, sociétal, mais aussi d'un point de vue de vos concurrents, parce qu'on a parlé que l'impact du RH a un impact sur vos clients, vos collaborateurs, mais un collaborateur que vous ne trouvez pas va potentiellement pouvoir trouver une mission chez un potentiel concurrent. Donc on sent qu'il y a une vraie pression et un vrai enjeu de vous apporter les candidats qu'il vous faut. Donc après avoir porté le discours et planté le décor, un décor qui peut être un peu pessimiste, mais on l'a vu, il y a quand même des candidats. Et justement, on va vous parler d'une stratégie à adopter. Alors, c'est une stratégie parmi certainement d'autres qui ne sont pas adaptées à adopter que sur Indeed. On prêche la bonne parole, mais aussi pour tous les supports que vous pouvez utiliser ou autres. Et l'idée, ça va être de se dire que cette stratégie, elle va avoir 3 axes à suivre. La première, ça va être de séduire. Séduire le candidat par le secteur déjà, donc on va y revenir, mais ça va être le faire connaître, valoriser les métiers. Séduire par votre organisation, qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi vous vous démarquez parmi tout le marché. Un deuxième axe qui va être de fidéliser. On va conclure là-dessus sans trop spoiler, mais forcément, on sait que ce secteur est très fortement impacté par le turnover, donc il faut soigner l'expérience employée, mais aussi l'expérience candidat. On va y revenir. Valoriser aussi vos collaborateurs et puis anticiper tous les chiffres de marché qu'on vous a communiqués en début de présentation. Anticiper parce qu'il va forcément y avoir du turnover, parce que vous êtes face aussi à des populations qui sont parfois en complément de revenus, complément de retraite, étudiants, etc. Donc il vous faut un vivier toujours croissant et vraiment toujours qualifié. Donc en termes de pistes concrètes qu'on va vous présenter, il faut vraiment toujours se mettre dans la tête que le candidat aujourd'hui il a le choix dès qu'il se met en recherche, qu'il fait beaucoup de veille. Faites le test d'ailleurs d'aller sur Indeed et de regarder combien il y a d'offres sur votre zone de chalandise d'aide à domicile. Vous allez être surpris. Et du coup, il va vraiment devoir prendre une décision quand même hyper impactante dans son choix de changer d'employeur ou de métier. Donc, il va falloir le convaincre. Il va falloir aussi le convaincre et l'influencer dans tout son parcours de candidature. On fait beaucoup le parallèle avec le marketing client. On va devoir travailler la prise de conscience, donc donner envie ensuite aux candidats. Une fois qu'on l'a attiré, qu'est-ce qui fait qu'il postule chez moi ou qu'il achète mon produit ? Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il va jusqu'au bout, que je vais réussir à le rencontrer ? Et puis, qu'est-ce qui va faire qu'il va rester chez moi des années et devenir un ambassadeur ?
Donc nous, notre rôle chez Indeed, c'est vraiment de vous accompagner et de vous influencer, en tout cas, à vraiment travailler sur tout ce parcours. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc la prise de conscience, l'objectif, ça va être de vous faire connaître. Parler de votre secteur, donc je pense que vous le faites aujourd'hui en étant présent sur ce salon. Voilà, en étant sur le salon. Valoriser, vous avez des enjeux de réputation, à chaque fois aussi des métiers, donc il faut vraiment faire parler le secteur, faire parler les métiers. Moi, c'est ce que je dis toujours, vous avez la chance de pouvoir embaucher toutes les personnes qu'on peut croiser dans la rue, parce que vous avez beaucoup de formations possibles, de profils qui sont aussi à basse qualification, qui sont juste basés sur du savoir-être. Donc il faut vraiment jouer et capitaliser là-dessus. Il faut aussi développer sa marque employeur. Ça, c'est quand même une notion moi, que j'ai vu arriver sur le secteur des SAP il y a que quelques années, puisque aujourd'hui, je pense que le développement des franchises, etc., a le vent en poupe. Donc, forcément, il va falloir vraiment vous créer une ADN, et on va y revenir, et vous assurer que vous vous exposez vraiment à votre audience et de manière répétitive. Sur Indeed, le profil du candidat type, il ne vient pas qu'une fois sur Indeed tous les mois, il vient régulièrement, il met des alertes, il va voir ce qui se dit de vous, etc. Donc il faut vraiment répéter et s'assurer que vous êtes visible. Là, quand je disais juste avant, je disais qu'il faut adopter des pratiques qui se font dans d'autres secteurs d'activité. C'est exactement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été faites par d'autres secteurs d'activité. Il faut l'adapter à votre secteur. Les messages doivent être effectivement assez différents. Et je pense qu'une très grande partie des acteurs qui sont ici, ils ont beaucoup développé la marque commerciale. Et bien sûr, c'est du business. Mais peut-être qu'en partie, une partie d'entre eux en ont pris conscience qu'un peu plus tardivement que la machine, elle dépendait principalement des ressources humaines et que donc il fallait travailler les deux en même temps. C'est-à-dire parler aux gens qui vont travailler pour nous et puis parler évidemment aux clients. Mais encore une fois, plus le temps va passer et moins il y aura besoin de communiquer pour les clients parce qu'il y aura du monde. Et donc s'exposer souvent, régulièrement, le plus vastement possible. Ça veut dire utiliser tous les leviers de la publicité, du marketing qui existent. Et il n'y a pas que Indeed évidemment, mais pour le faire. C'est pour ça que je vous disais vraiment tirer les leçons d'autres secteurs d'activité parce que vous êtes dans la même situation aujourd'hui. Une fois qu'on a fait parler et qu'on s'est fait connaître, le candidat, une fois qu'il vous a identifié, qu'est-ce qui ferait en fait qu'il irait chez vous dans votre structure? Donc là, c'est vraiment très important. On l'a vu dans les attentes des candidats, la valeur, la reconnaissance, c'est des choses qui importent beaucoup. Donc, il faut les mettre en avant. Vous avez plein d'espaces qui sont dédiés et des façons de le communiquer. Dans les façons de le communiquer, c'est aussi de donner la parole et de valoriser vos employés, vos collaborateurs, en leur donnant la parole, en faisant des témoignages. Je pense qu'on est toujours très valorisé d'être impliqué dans un processus RH, de demander l'avis d'une aide à domicile sur la relecture d'une offre d'emploi. Donc, il faut vraiment les valoriser pour que le candidat qui se dit « Ah bah oui, tiens, j'ai vu ce logo, qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui fait qu'en fait, j'irai chez eux plutôt qu'un autre ?» Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer du lien et un ADN fort, de vraiment se poser. Comme le disait Thibaut, c'est pas des notions qui sont peut-être simples à mettre en place dans un service RH selon la taille de l'entreprise, mais c'est vraiment très important parce que nous, on a 83% des candidats sur Indeed, par exemple, qui vont se renseigner sur ce que se dit l'entreprise et en apprendre un petit peu plus. Donc, ils ne s'arrêtent pas vraiment à la lecture d'une offre, ils vont comprendre dans quel environnement ils vont joindre une entreprise. Puis au passage, ça va faire le lien avec la dernière partie, mais donner la parole aux collaborateurs et les laisser prendre la parole, les laisser dire quasiment ce qu'ils ont envie. Il ne faut pas avoir peur en fait qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils fassent des choses sur les réseaux sociaux. Au contraire, ça fait parler de vous, puis ça humanise aussi un petit peu, même si elles sont déjà évidemment très humanisées, vos organisations. C'est peut-être aussi l'occasion d'aller chercher aussi ce qui va moins bien dans vos organisations. C'est-à-dire que ça permet aussi de se dire que lorsque quelqu'un prend la parole et dit quelque chose de très positif, il y a peut-être parfois y avoir quelque chose qui est un peu moins positif dans son commentaire. Et donc ça peut être aussi l'occasion de savoir ce qui se passe pour pouvoir travailler sur des notions d'accompagnement des collaborateurs et encourager in fine la fidélisation et la loyauté envers les employeurs. Donc ensuite, une fois qu'on a capté le candidat, qu'il est convaincu, en tout cas, d'aller un petit peu plus loin, l'idée c'est de convertir, de récupérer du CV, ou en tout cas, de faire des rencontres candidats.
Et pour ça, il y a vraiment une attention toute particulière qui est à apporter sur l'expérience candidat. Aujourd'hui, la majorité des candidats postulent via le mobile. Ils ont pléthore d'offres d'emploi, donc il va falloir vraiment s'assurer que c'est simple de candidater chez vous, qu'on trouve toutes les informations, qu'on répond aussi aux attentes qu'on vous a listées. Donc ça veut dire ne pas afficher une fiche de poste avec toutes les missions que va faire une employée de ménage. On part du principe qu'une employée de ménage sait ce qu'elle va avoir à faire. En revanche, vraiment qu'elle puisse se projeter dans le profil et dans l'annonce qu'elle va lire. Ça va aussi permettre d'éviter certaines déceptions. Nous, il y a quelque chose qu'on prône, et encore plus dans votre secteur, c'est quand même le recrutement sans CV. Où en fait, je pense qu'il faut aussi assumer que la majorité des métiers, donc pas 100%, de quelques questions posées, un échange avec un candidat va vous permettre de créer des belles histoires. On a fait le test notamment avec un job dating qu'on a organisé sur le salon avec quelques entreprises, où on a proposé aux candidats non pas d'envoyer leur CV, mais de venir rencontrer les recruteurs. Et en fait, ça permet de ne pas créer de déception en se disant je lis une offre d'emploi qui me dit que j'ai pas besoin d'expérience. Finalement, je suis recalée parce qu'on me dit que j'ai pas de diplôme ou d'expérience. Donc, il faut vraiment que vous assumiez, vous, quels sont vos critères de sélection, les mettre dans l'annonce, vraiment ceux qui sont rédhibitoires, et pour permettre aux candidats de pas avoir de déception. Un autre point, c'est la réactivité. On l'a vu, on a un volume d'annonces sur Indeed, sur votre secteur, qui est assez incroyable. Il faut savoir qu'un candidat sur Indeed, il doit être, une fois qu'il postule, il faut qu'il soit recontacté sous les 24 heures. 48 heures, sinon il est contacté par tous les concurrents que vous pouvez aller voir sur Indeed, et c'est là où ça peut poser problème pour vous. Ça, ce point-là, il est absolument primordial. C'est vraiment quand on dit soigner l'expérience candidat, ça commence par là. Et soigner l'expérience candidat, si on se force à avoir une expérience candidat qui est qualitative, c'est-à-dire on a très très rapidement un contact avec un être humain et on va pouvoir discuter de son projet professionnel. Finalement, c'est déjà le début de la fidélisation du collaborateur, en fait. Une fois qu'on l'a bien pris en main dès le début, il faut que ça suive derrière. Il faut que ça suive derrière. Mais ce qu'on voit, c'est que les entreprises ou les annonceurs qui font très attention à cette partie-là, en général, ce sont aussi celles qui font attention à la suite. Et du coup, de manière assez naturelle, en fait, on peut commencer d'un bout à l'autre. On se dit, je fais vraiment hyper attention à mes collaborateurs, je vais faire attention à mes candidats, ou je fais hyper attention à mes candidats et je vais faire attention à mes collaborateurs. Et plusieurs fois, vous nous avez entendu dire le mot client. Il y a une notion que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est la symétrie des attentions. C'est je fais autant attention à mes collaborateurs que je fais attention à mes clients. Et je pense, j'espère que les acteurs principaux de ce secteur d'activité, évidemment, ils font attention à leurs clients, notamment si c'est nos enfants qui sont en jeu ou nos parents, etc. Donc, a priori, le soin, le care, ça fait partie de l'ADN de ce secteur d'activité. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas retrouver la même chose côté collaborateur et donc côté candidat. Donc, tous les efforts que vous faites pour traiter correctement vos clients, leur répondre rapidement, trouver une solution à leurs problèmes, il faut la mettre aussi dans l'attention que vous portez à vos candidats, et il faut ensuite que ça se retrouve bien sûr chez vos collaborateurs actuels. Encore une fois, sans spoiler la conclusion, il faut mieux garder ses candidats qu'aller en chercher d'autres, ses collaborateurs, que d'aller en chercher d'autres. Oui, tout à fait, parce que le dernier axe, donc on y reviendra, mais c'est vraiment de fidéliser, donc valoriser les talents, les compétences, les faire parler. Encore une fois, vous avez vraiment plein de canaux et de moyens différents pour les faire parler. Les impliquer, nous c'est le conseil vraiment qu'on donne, faites relire vos annonces par vos collaborateurs, demandez-leur d'aller mettre des avis aussi sur les différentes plateformes. Il faut qu'ils se sentent vraiment impliqués dans la vie des ressources humaines, de comprendre que plus il y a de difficultés de recruter, et plus ils auront de travail et ils seront en surcharge aussi mentale. Donc c'est vraiment aussi rendre service à chaque collaborateur que de se dire je vais valoriser mon entreprise. Et puis il faut aussi former ses collaborateurs, donc on le disait, la formation c'est un point important. Sur le recrutement aussi inclusif, on y reviendra juste après, mais c'est vraiment les sensibiliser à tout ça. Et je crois que sur la formation, il y a pléthore d'annonceurs, d'exposants sur le salon qui en parleront évidemment mieux que nous. Mais il est très très clair, et je fais exprès de reprendre le parallèle avec le secteur d'activité dont je vous parlais tout à l'heure. Ceux qui ont réussi à le
plus facilement maintenant à attirer des candidats et à les garder, c'est ceux qui ont continué à mettre à jour les compétences techniques de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices dans des entreprises ou de technologies de pointe. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se retrouve pas. Donc il y a un effort individuel de chaque organisation à faire, et puis il y a évidemment un effort du secteur pour aller convaincre aussi les pouvoirs publics. Je pense au projet de carte professionnelle, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour valoriser et mettre aussi des coups de tampon, mais sur les acquis de l'expérience, etc. des candidats et des candidates. Mais il faut un vrai effort aussi individuel de chacune organisation. On ne peut pas toujours attendre que le secteur ou la fédération professionnelle fasse absolument tout. Et bien sûr, ça se retrouve après, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on sait qu'on est différent des autres, il faut le dire en fait. Il faut le faire savoir pour dire chez nous, en fait, on valorise les candidats et les candidates, enfin les collaborateurs et collaboratrices qui se forment. Il y a des gens qui ont commencé par un bout de la chaîne et qui aujourd'hui sont à l'autre bout de la chaîne, qui font peut-être des métiers même extrêmement différents. Donc il y a plein d'axes possibles. Ce qui est très très clair, c'est que impliquer les collaborateurs et les collaboratrices, simplement aussi leur demander ce dont ils ont besoin aussi. C'est la manière la plus simple de savoir ce qu'on peut faire et d'aiguiller un peu vos axes de réflexion. On va essayer de conclure. Moi, tu as fait une petite checklist. Oui, on vous a préparé une petite checklist. L'idée, encore une fois, c'est de se dire concrètement ce sur quoi vous pouvez avoir de l'impact, parce qu'on en a beaucoup entendu parler sur le salon, comme Thibaut vient de le dire. Il y a plein de choses, mais qui sont plus dans les mains de fédérations, syndicats, etc. Mais en tout cas, vous, de votre côté, une fois que vous avez un poste ouvert, que vous avez une offre à pourvoir, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous êtes visible? Donc faites le test sur les différents supports sur lesquels vous recrutez. Il y a vraiment un besoin de faire ressortir votre marque et vos offres d'emploi. Les deux vont vraiment ensemble. Ensuite, est-ce que vous mettez vraiment bien en atout les atouts de votre organisation, de votre agence, de votre marque, de votre entreprise? On l'a vu, il y a vraiment une recherche de quête de sens de la part des candidats et vous avez de la chance d'être dans un secteur qui va dans ce sens-là. Donc vraiment, prenez de la hauteur et valorisez ce point. Est-ce que le processus de recrutement est fluide? Là encore, faites le test. On est souvent surpris parfois. Essayez de candidater à votre propre annonce de votre téléphone mobile pour voir si c'est simple, s'il n'y a pas de bug. Parfois, on fait des tests pour le client en se rendant compte qu'il y a un petit champ qui manque ou autre. Et puis, est-ce que vous communiquez de manière inclusive? Encore une fois, on considère que vous êtes un des secteurs sur lesquels il y a les plus grandes opportunités, mais aussi en termes de captation d'audience, parce qu'avec des candidats qui ne demandent qu'à être formés et qui peuvent venir de tous horizons. Donc ce serait vraiment dommage pour vous de vous couper de potentiels candidats qui peuvent vous permettre d'élargir votre vivier. Et si vous avez trois choses à retenir de tout ce qu'on vous a raconté, c'est que dans RH, il y a ressources et puis il y a humain, et que ce capital humain, c'est la chose la plus importante en fait dans ce secteur d'activité. C'est encore une fois probablement, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais c'est très vrai aujourd'hui, ça sera encore plus vrai demain. Donc se concentrer, j'allais dire, quasiment exclusivement là-dessus. On a des partenaires qui nous disent, moi j'arrête de faire de la publicité pour chercher des clients, j'ai plus besoin en fait. Par contre, j'ai besoin encore une fois de garder et d'attirer des nouveaux talents. Donc ça, c'est absolument primordial de se reconcentrer sur les êtres humains. Et il y a des choses à faire en commun, encore une fois. La branche professionnelle a des choses à faire, mais aussi chacune de vos organisations. Et ce secteur, il faut qu'il adapte aussi des stratégies qui ont déjà été éprouvées dans d'autres secteurs d'activité en les adaptant. Parce que c'est vrai que le tableau qu'on a peint un petit peu au démarrage, il est quand même assez négatif, il est un peu anxiogène. C'est un métier où on parle de pénibilité, de turnover, etc. Mais c'est aussi des métiers qui sont très nobles, d'accord? Alors ça suffit pas, la noblesse pour attirer des candidats, mais malgré tout c'est quand même un point très important. Et donc il faut adopter des pratiques qui existent ailleurs, des stratégies. Il faut pas avoir peur. C'est pas un gros mot de faire de la communication, de faire du marketing, etc. C'est pas des gros mots y compris dans ce secteur d'activité, encore moins peut-être d'ailleurs dans ce secteur d'activité. Et les risques pour vos business et puis pour la société tout entière sont quand même
énorme. Hein. Le fait de ne pas avoir quelqu'un près de personnes qui ont perdu de l'autonomie, voilà, qui sont en situation de dépendance, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais c'est aussi des opportunités incroyables. Alors, d'abord, et Noémie l'a très très bien dit, ça va permettre de faire travailler plein de gens qui ont potentiellement uniquement une attitude à offrir. Ils n'ont pas encore d'aptitude particulière, mais ils ont un savoir-être qui est suffisant pour franchir la porte. Encore faut-il les faire venir à vous. Et même si nous, on est spécialistes du recrutement, je l'ai dit, on reste une sorte de place de marché, tour de contrôle de ce qui se passe. Et peut-être que notre DG, c'est pas très content que je dise ça, mais le recrutement le moins cher, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire. D'accord, c'est pour ça que la brique fidélisation, qui est là où potentiellement nous on a moins de choses à dire chez Indeed, au final c'est là où on peut vous en apprendre le plus parce qu'il y a toutes ces notes et ces avis dans lesquels vous allez pouvoir les puiser, vérifier que vous faites quelque chose de mieux que le concurrent d'à côté, peut-être quelque chose de moins bien pour essayer de corriger le tir. Donc je vous souhaite de pouvoir principalement garder vos collaborateurs parce que je pense que c'est le plus important. Et si vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire si vous êtes un intervenant du service de ce secteur d'activité, je vous souhaite de tomber sur un employeur qui vous donnera envie de rester longtemps avec lui et de n'en changer que quand vous avez un projet qui est extrêmement différent. Voilà pour ce qu'on avait à vous dire. Grand balayage et quelques idées qu'on voulait vous partager. Et on a le temps du coup de questions. Et si je remets le numéro du stand. Bonjour, donc Chloé Charles à Déforme Pro Digital. Justement, donc nous on travaille avec des structures d'aide à domicile et on propose des parcours de formation alternant modules digitaux, cours et immersion professionnelle avec une aide à domicile tutrice. Et c'est vrai que ça aide à réduire les difficultés de recrutement parce que les structures peuvent justement attirer des personnes sur le marché de l'emploi qui certes n'ont pas de parcours dans l'aide à domicile parce que c'est extrêmement difficile à trouver, mais qui ont les aptitudes et donc qui sont intéressés par cet emploi, par le parcours de formation. Et nous, on trouve justement que le parcours en un mois, il est parfait parce que ça permet rapidement aux demandeurs d'emploi d'accéder à un emploi plutôt que de rentrer dans une formation de 6 mois, 1 an. Elle est très pratique et ludique parce qu'elle est très orientée terrain. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à d'autres solutions de formation Alors sur la vôtre, on pourra pas dire. Je peux juste dire, vous avez mentionné le mot alternance. C'est évidemment un phénomène qui a explosé en France et chez Indeed on l'a bien observé. Et les entreprises aujourd'hui qui ont le plus adopté l'alternance, donc c'est-à-dire l'emploi et la formation combinée, parce ça peut se décliner de plein de manières possibles. En fait, c'est aussi celles qui arrivent le plus à diminuer leur turnover, c'est-à-dire que ils ont déjà accès à beaucoup plus de candidats qu'avant, parce qu'ils laissent venir les gens et ces gens sont rémunérés, donc tout de suite et en même temps ils sont formés. Et ça c'est tout secteur d'activité confondu. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense que ce secteur d'activité, plus que n'importe lequel, doit probablement aller puiser sur ce qui se fait dans des secteurs qui sont extrêmement différents, parce que ceux qui sont allés chercher l'alternance, c'est aussi des secteurs qui avaient moins la cote dans l'industrie. Voilà, ça a moins la cote qu'avant. Oui, mais ça permet de connaître le secteur, les métiers, et puis le métier tel qu'il est exercé chez l'employeur, et ça permet aussi de valoriser les salariés. Et on peut les garder après. Et ils restent plus longtemps. Okay. Donc, il n'y a pas de recette magique, mais l'entrée par la formation, c'est en général, c'est aussi un gage de fidélisation. Et comment on pourrait idéalement identifier sur Indeed des personnes qui ne sont pas justement du secteur ? Alors, je voulais juste compléter ce que vous disiez sur l'alternance, parce que c'est vrai que sur le secteur, on voit l'émergence de CFA, etc. Et je trouve que c'est formidable. Là où, en revanche, il y a un petit bémol, c'est où on voit que les alternances et l'intégration d'alternance est parfois difficile à adopter sur le terrain, parfois dans des agences sur lesquelles il y a des grands réseaux, où de former, ça prend du temps. Donc, il faut aussi s'assurer que cette notion, elle soit adoptée sur le terrain. Parce qu'on a toujours, c'est une super idée et souvent j'en parle avec des personnes du siège et en fait on voit que les directeurs d'agence n'ont pas le temps et voilà.
Non, nous, on travaille sur la marque employeur. Okay. On fait une journée de recrutement. Okay, où du coup, on invite des personnes dans nos ratios. On a en moyenne une quinzaine de participants. La moitié sont recrutés. On a 2/3 de personnes qui doivent être formées et 1/3 de personnes qui peuvent rentrer en direct. Mais ceux qui doivent être formés, elles rentrent dans le parcours d'1 mois qui est financé par Pôle emploi par le biais de la FPR. Mais ça dure 1 mois. Après, s'ils veulent des modules supplémentaires, il n'y a pas de souci. Mais au moins, pendant les 6 modules et l'immersion professionnelle, au bout d'1 mois, elles sont quand même opérationnelles pour être aide à domicile. C'est vraiment sur ces métiers-là. Et après, du coup, pour répondre à votre question sur comment on identifie les audiences, alors c'est vrai que sur Indeed, on ne remplit pas un profil pour dire qu'on est en recherche d'alternance. En revanche, on fonctionne par mots-clés. Donc, s'assurer que les mots-clés ressortent bien en tête des résultats de recherche. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de requêtes qui sont liées à l'alternance. Et on a aussi des outils qui permettent de cibler des audiences typiquement d'alternance pour leur donner envie et leur faire penser que les secteurs de la personne recrute, parce que c'est pas un secteur sur lequel on va, même si on recherche les commerciaux, etc., penser à l'alternance dans ce secteur. Donc on a vraiment un outil pour cibler les candidats qui font une recherche d'alternance et pour leur pousser un visuel pour le secteur. Après, moi, je diffuse des annonces chez vous, ça marche bien, mais peut-être pourquoi pas les optimiser d'autant plus. Moi, je voulais juste compléter pour le recrutement via la formation. Nous, on est aussi un organisme de formation et en fait, on accompagne pas mal de SAD en formant avant embauche. Et ça, en fait, ça fonctionne assez bien. Nous, c'est un format de 3 mois. Là, c'est pour être assistant de vie, donc avec pas mal d'autres compétences. Et en 3 mois, avec un stage de 3 semaines. Et ça, on voit que ça permet de débloquer pas mal de candidatures qui sont dans les premiers entretiens qui sont moyens chauds parce que connaissent pas le secteur, n'ont pas les compétences, tout ce qui est lien à la personne, le savoir-être, n'ont pas forcément, et en 3 mois découvrent, et c'est un système de promesse d'embauche, et donc le stage permet de vérifier, et puis après le contrat commence directement. Donc voilà, donc ça moi je vous rejoins sur, je trouve qu'il faut multiplier les formations, notamment en pré-embauche pour pallier vraiment au problème de recrutement de ce secteur. Il y a le micro qui arrive. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix parce que je suis aphone. Malheureusement, ce n'est pas le bon jour. On est également un centre de formation et moi je rebondis sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est, comme vous êtes la recherche inclusive. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des personnes je suis directrice d'un foyer de jeunes travailleurs, d'un lycée et d'un centre de formation. Je vois dans le centre, dans le FJT, des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui depuis des années tournent en rond sans trouver leur voie, principalement parce qu'ils n'ont pas les clés de savoir ce qu'ils veulent faire. Par contre, quand on travaille avec eux, on va arriver à déceler des compétences, et vous disiez tout à l'heure, et notre travail étant d'associer leurs compétences à des propositions. Et ça marche très bien. Quand on travaille avec Pôle emploi, si on dit qui va venir pour ADVF, personne, dans une salle complète, quand on présente, quand on parle, à la fin, ils veulent tous le faire. Et donc, comment, avec vous, par exemple, Indeed, on peut travailler sur justement, associer cette notion de vous avez telle compétence, telle appétence, et nous vous proposons des choses parce que ce sera, je crois, une des grandes solutions de la réponse à l'association dans ces métiers de service à la personne. Alors, nous, nos solutions, elles sont principalement, exclusivement même technologiques, et ce qu'on essaye de faire, c'est que même si on n'est pas juste un moteur de recherche, on essaye de faire du matching. Je ne vais pas faire de comparaison avec des sites de rencontres, etc., mais au bout d'un moment, une fois qu'on arrive à voir, vous avez vu le nombre de personnes qui consultent, on arrive à créer des profils de type pour aller proposer des offres d'emploi. Et aujourd'hui, sur Indeed, dépendant des secteurs d'activité, on a à peu près 40-45% des candidatures qui proviennent ils n'ont fait aucune recherche. Simplement, on leur a suggéré des postes. Et parfois, on leur a suggéré des postes qui étaient très différents de ce qu'on leur a proposé. Mais parce qu'on a fini par comprendre que ce qu'ils recherchaient, c'était un petit complément de revenu avec telles heures de travail. Et à force de leur montrer des offres d'emploi qui correspondaient à ces choses très pratico-pratiques, ils ont fini par être exposés à des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs d'activité. Et puis pareil, on peut partir des compétences. Tu sais faire ça, ça et ça. Attends, regarde, là, tu as cherché manœuvre, mais en fait, tu peux aussi faire ce métier-là, qui n'a rien à voir. Il n'y a
aucun mot-clé qui sont similaires, ça n'a absolument rien à voir, mais on va leur proposer des métiers différents. Donc nous, on va continuer à essayer de décrypter en temps réel ce qui est proposé par les employeurs et ce qui est demandé par les candidats pour faire correspondre des points tous les jours, toutes les minutes, pour essayer de proposer un maximum d'emplois différents. Parce qu'on n'a pas envie d'enfermer les gens dans des cases. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis libraire que demain j'ai pas envie d'être boucher. Ou voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme exemple. Comment on peut conseiller nos partenaires employeurs en fait à travailler du coup avec vous dans ce système-là? Parce que c'est vrai qu'Indeed tout le monde connaît, mais est-ce qu'on connaît réellement comment on travaille avec Indeed? En tous les cas, c'est... Alors, ça va aller à l'encontre de ce que je viens de dire à l'instant, mais une partie quand même qui est fondamentale, c'est le message qu'on met en fait à disposition des candidats. C'est-à-dire que c'est l'offre d'emploi en fait. Et donc, c'est tout simplement, il y a encore, y compris dans votre secteur d'activité, il y a encore plein d'entreprises qui ne mettent pas qu'en fait, j'ai pas besoin que tu saches faire simplement de le dire en fait. Je vais être un peu trivial, mais t'as 2 bras, t'as 2 jambes, viens, pousse la porte. Et encore même pas. Ouais, non, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi imaginer, viens me voir. C'est quand on dit de soigner l'expérience, c'est aussi pourquoi mettre. On a des acteurs dans votre secteur qui demandent des lettres de motivation. À quelqu'un qui sait à peine écrire. Voilà, qui demande un CV. Pourquoi? Le CV, on va le faire ensemble quand tu vas m'expliquer en face à face ou au téléphone ce que tu as fait. Donc, si c'est pas marqué qu'il n'y a pas de... On peut le marquer noir sur blanc. Aucune compétence particulière requise. Voilà. Juste un appétit. Viens. On a un emploi près de chez toi. Viens voir. Donc, et encore une fois, je pense que savoir faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est aussi une première façon de commencer à fidéliser les collaborateurs. C'est aussi des gens qui sont redevables, loyaux, utiliser tous les mots que vous voulez. Retrouver une solution. Exactement. Voilà. Donc il faut inciter les gens avec qui vous travaillez à prendre la parole en fait, à le dire tout simplement. Merci beaucoup. On a épuisé le temps, mais après, tant qu'on ne se fait pas virer de la salle... Bon, si vous voulez continuer à discuter, si vous avez peur de poser des questions en public, c'est possible. On est au stand G10. Vous allez tout droit, en sortant à droite, tout droit, et vous allez arriver chez nous. On sera ravis de vous parler. Merci beaucoup.